Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. La victoire de Donald Trump n'était pas le scénario le plus plausible, mais le mania de l'immobilier américain s'est accroché et a montré à tous les experts qu'il se trompait. Maintenant que sa victoire est certaine, la presse américaine et analystes évoquent la plus importante question qui se pose. Quel type de président sera-t-il et quel genre de pays va-t-il diriger? Selon le Washington Post, le 45e président des États-Unis arrivera dans le bureau ovale avec la liste habituelle des missions présidentielles. Booster l'économie, protéger la sécurité nationale et gérer les dossiers de l'assurance maladie et de l'immigration. Mais tous ces sujets paraissent bien pâles face aux véritables défis auxquels le nouveau locataire de la Maison-Blanche devra faire face. Gérer les effets secondaires de l'aventure acrimonieuse et traumatique qu'a été la campagne 2016. Les obstacles qui se dressent devant le nouveau président sont énormes, le système politique est brisé et la suspicion et l'hostilité, si prégnantes durant la campagne, resteront en toile de fond pour longtemps. Donald Trump ou le défi de la présidentialisation d'un pourfendeur du système. Regardez cet entretien que j'ai réalisé un peu plus tôt avec Roger Aidet, chef du Parti de la Paix. L'invité de Code 24, Roger Aidet, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Aidet. Bonsoir. Le monde entier s'est réveillé sous un choc après l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. Sur ce plateau même, il y a quelques jours, vous l'avez prédit, vous avez annoncé cette arrivée en force de Donald Trump, un raz-de-marée, comme vous l'avez bien souligné. À votre avis, quelles sont les raisons de cette victoire historique pour Donald Trump? Je vous donne mon analyse. Donald Trump, comme d'autres, dans d'autres pays d'Europe et du premier monde, pourrait également surprendre ceux qui n'ont pas compris qu'il y a un problème avec la mondialisation qui laisse une grande partie de la classe moyenne ouvrière, notamment, dans un monde déserté où les industries vont ailleurs, et elles vont ailleurs pour revendre dans le pays même. Première raison. La deuxième raison, c'est que le peuple se sent marginalisé, aliéné, diraient les Français. Les élites, qu'ils soient dans le gouvernement, ce qu'on appelle l'establishment, dans les partis, qu'ils soient dans les médias, les élites sont loin de sentir et de comprendre. C'est des idéologues. Ce n'est plus des dirigeants qui représentent la voix du peuple. Trump est venu sans expérience politique. Il a lancé une campagne comme un professionnel de la télévision. Il a fait de la vedettariat au départ, avec des slogans courts, choquants, qui attirent l'attention. Et progressivement, il a martelé son vrai message. Son vrai message est en fait corriger la mondialisation, corriger l'Obamacare, corriger les relations avec l'ordre international, redonner à l'Amérique sa place pour maintenir l'ordre et la paix internationale. À votre avis, qu'est-ce qui a entraîné la chute d'Hillary Clinton alors que tous les sondages tout au long de la campagne l'annonçaient comme la prochaine présidente? Les sondages font partie des élites. Ceux qui sondent utilisent des critères d'élite. Les médias font partie également de ces élites, n'est-ce pas? Le parti même de M. Trump, le parti républicain, il a tardé jusqu'à les 2 dernières semaines pour commencer à se rallier.
ils étaient encore une semaine avant notre interview, qui était la veille des élections, ils étaient à moins que 70, 73. Ce soir-là, j'ai annoncé Trump parce qu'ils étaient déjà à 90%. C'est-à-dire le Parti républicain, la base du parti, a ignoré ses élites et a décidé d'aller vers Trump. C'est aussi la démocratie américaine qu'il faudra saluer. Je salue aussi le discours le plus beau que Hillary Clinton a réussi est celui de sa concession de la présidence à M. Donald Trump, qu'elle a dû faire le lendemain, pour des raisons probablement de fatigue ou autre chose, et pour ne pas avoir à traiter avec une foule qui était déjà dans un état dramatiquement déprimé. Mais c'était un discours touchant, intelligent, fort en même temps, où elle a insisté sur ce qui l'intéressait, sur le cheval de bataille de sa campagne, la première femme aux États-Unis. Mais cette histoire des femmes au pouvoir, les États-Unis, c'est quand même l'un des pays les plus avancés sur le plan du libéralisme social. Et M. Trump est lui-même un libéral sur le plan social. M. Trump n'est pas un religieux. M. Trump n'est pas un conservateur. Tous les newcons, les néoconservateurs étaient contre lui. À leur tête, celui qui a présidé à la Banque mondiale. Donc, il y avait là un spectacle que le monde doit ménager, réfléchir et peut-être prendre des leçons. A-t-on voté contre l'héritage de Barack Obama, à votre avis, ce qui expliquerait éventuellement l'échec d'Hillary Clinton? Non, je ne pense pas qu'ils ont voté contre, puisque dans les sondages, bien sûr les sondages que nous négligeons et que nous méprisons aujourd'hui, parce que, pour les raisons que j'ai expliquées, n'empêche que le approval rating de M. Obama est resté au-delà de 50%. Alors que le président Bush a quitté avec 30%. L'un des plus grands présidents des États-Unis, Harry Truman, a quitté avec 7%. Et aujourd'hui, il est considéré parmi l'un des plus grands présidents des États-Unis. Donc, je ne crois pas qu'ils ont voté contre Trump. Mais il y a un fait également, c'est que, Obama. Il y a un fait également que M. Obama a perdu plus que Hillary Clinton. Hillary Clinton n'est pas présidente et elle a de la chance de ne pas l'être parce qu'elle aurait été poursuivie sur le plan judiciaire, elle n'aurait pas eu la santé de poursuivre et j'avais dit chez vous également qu'elle aurait pu être chassée de la présidence des États-Unis. Je crois que là, elle sort beaucoup plus protégée. Elle pourrait même bénéficier d'un pardon si elle est condamnée de M. Trump, alors qu'elle ne pouvait pas avoir un pardon de M. Obama. Mais à votre avis, comment va-t-il rallier à sa propre cause, à sa personne, ces millions d'Américains qui n'ont pas voté pour lui? Comment rassembler des États-Unis divisés? Hier et avant-hier, lui-même, dans son discours de victoire, il n'a pas dit « malheur aux vaincus ». Son discours de victoire était un discours d'union, de rassemblement. Et c'était aussi une réponse positive à un discours positif de concession de la part de Hillary Clinton. La façon dont il a été reçu hier à la Maison-Blanche et dont il a été reçu au Congrès, qui était contre lui, dont les dirigeants étaient contre lui, que ce soit Mitch McConnell ou Paul Ryan, change déjà la donne. En fait, les vrais problèmes des États-Unis vont être d'abord gérés rapidement, tout de suite. Ils vont lui donner un appui. Il n'a pas beaucoup de temps. Il a 100 jours pour changer ce qu'on a appelé le désastre du Obamacare. Donc la couverture médicale étatisée et monopolisée qui a été une catastrophe. Donc là,
c'est l'un des premiers dossiers qu'il va gérer. Second dossier, je passe au plan intérieur. Le second dossier, renégocier arrêter le Transatlantic Treaty qui implique la Chine et l'Asie. Renégocier NAFTA. Il y aura des ministres très compétents pour cela. J'aimerais évoquer avec vous, Monsieur Day, la transition. Comment va s'organiser cette transition d'ici le 20 janvier? Voilà, la transition a commencé. Il y avait une pré-transition, elle a commencé hier. Il y a des équipes des deux partis. Mais moi, ce que je recommanderais, si je suis consulté là-dessus, c'est deux sommets, qu'il organise deux sommets. Un sommet géoéconomique et un sommet géopolitique. Parce que ce sont les deux domaines où il a besoin de réunir de tous les partis, et même de l'étranger, les plus compétents et ceux qu'il peut écouter, auxquels il peut poser des questions, et ensuite donner finalement en fin de réunion ou en fin de congrès, donner une indication. Moi je me souviens quand le président Clinton a été élu, j'ai suivi avec une grande attention le sommet économique. Et j'ai fait beaucoup d'argent dans la bourse parce que j'ai senti la direction et le vent de l'approche économique qu'il allait faire. Je ne parlerai pas de détails. Et les marchés également ont suivi. En fait, ce que le président Clinton a fait, c'est démontrer qu'on peut être de gauche et être sur le plan économique reaganien et thatchérien. Il a créé la nouvelle gauche dans son comportement. Je crois qu'avec le président Trump, le président élu Trump, le géoéconomique est important, mais le géopolitique est également important. Car là, il a envoyé certains messages très forts, que ce soit vis-à-vis de ses alliés ou des ennemis. Et ces messages forts, il serait intéressant, avant qu'ils ne soient développés dans le détail, que dans une conférence qu'il organise, c'est normalement 24 heures, pas plus, et il puisse avoir cette entrée en jeu et cette préparation, car il n'a pas un jour à perdre. Obama laisse l'ordre international dans un état de désordre gravissime. À votre avis, est-ce que l'Amérique de Trump va revisiter ses relations avec l'Amérique latine, notamment les pays comme le Mexique, Cuba et le Brésil? D'abord, il n'y a pas de revisite. La seule chose avec le Mexique, il est clair. D'ailleurs, l'une des premières personnalités qui ont appelé pour féliciter le président Trump et pour parler d'une rencontre avant qu'il ne prenne ses fonctions, c'est le président du Mexique, comme Trudeau du Canada. Pour ce qui est des pays de l'Amérique latine, l'Amérique latine, elle est déjà dans un état de choc de l'expérience socialo-latine du Venezuela. L'Amérique latine, que ce soit l'Argentine ou le Brésil ou le Chili, savent très bien que l'expérience chilienne, qui est une expérience de pensée politique reaganienne, qui sera reprise par Trump dans le rapport avec l'Amérique latine, sera absolument le modèle à suivre. Alors, il y a la question des mafias de la drogue. Ce sont ceux qui seront l'objectif primaire, prioritaire du président Trump. Car dans sa campagne, il ne faut pas oublier qu'un président élu entre déjà en campagne pour renouveler son mandat dans 4 ans. Il ne faut jamais l'oublier. Il doit tenir toutes ses promesses. Il a senti dans la campagne que s'il y a des régions qui étaient démocrates qu'il a gagnées, c'est pour telle et telle raison, dont l'une de ces raisons étant la drogue, qui affecte toutes les familles et surtout qui affecte les minorités. On se pose la question dans les médias européens, je l'ai remarqué dans Le Monde, dans le Figaro,
pourquoi Hillary Clinton n'a pas eu assez de Noirs, assez d'Africains, d'Américano-Africains? Pourquoi elle n'a pas eu assez d'Américano-Latinos? Pourquoi? La vérité, c'est que Donald Trump, en allant à l'écoute de l'Amérique du peuple, a compris que pour un citoyen qui est dans un centre-ville, qui a des conditions de gang, de drogue, de criminalité, de niveau d'éducation bas, rien ne va changer. Les démocrates viennent au pouvoir avec le vote africain et ils quittent le pouvoir en laissant Chicago dans une situation de criminalité jamais connue dans l'histoire des États-Unis. Donc là, il y a des promesses à tenir et à tenir tout de suite. Qu'en est-il de la construction du mur qu'il a promis d'ériger tout au long de la frontière? C'est une négociation. D'abord, le mur, bien sûr. Le mur est absolument... Il y a deux choses dans le domaine de l'immigration, puisque c'est le sujet de l'immigration que vous avez soulevé. Une première chose, oubliez dans les premières petites phrases de la campagne les slogans concernant les Mexicains, les Latinos qu'on va renvoyer, les musulmans, tout ça, oubliez, c'est déjà hors jeu. Il les a déjà enlevés de son Twitter et de sa page de relations sociales. Non, là c'est l'homme qui a fait la campagne durant le dernier mois de la présidence. Dans cette campagne, il était clair. On renvoie les criminels. 1. 2. Que vous soyez musulman ou chrétien ou bouddhiste ou quoi que ce soit, avant d'entrer aux États-Unis, avant d'avoir un visa aux États-Unis, il y a une enquête poussée, sérieuse et réelle. Et si vous êtes citoyen américain et que vous êtes dans un dossier fiché, et fiché parce que, ou pour extrémisme, ou parce que vous êtes en contact avec des organisations terroristes internationales, quelles qu'elles soient, sunnites ou chiites, ou chrétiennes, ou ce que vous voulez, vous devez être contrôlé, jugé, renvoyé dans votre pays si vous n'êtes pas citoyen. Et quand votre pays ne veut pas vous recevoir, on ne vous ramène pas aux États-Unis. Il l'a dit, il l'a expliqué. Donc, c'est le côté sécuritaire qui sécurise l'Amérique et le peuple américain. Comment l'Amérique de Trump va gérer ses relations avec l'Europe d'Angela Merkel notamment? Voilà. Je crois que là, il faut voir qu'est-ce qui est commun. D'abord, l'Europe est un allié des États-Unis. Elle est dans l'OTAN. Ce qu'ils ont en commun est beaucoup plus important que ce qu'ils peuvent avoir comme différence. Je dirais même que pour ce qui est des relations avec Vladimir Poutine, le président Trump est plus proche dans sa façon de réfléchir les relations avec la Russie de Angela Merkel que ne l'a été M. Obama. Donc là, il y a... Mais sur la question de l'OTAN, le président Trump a été clair. Il a été clair, pas seulement pour ses alliés dans l'OTAN, mais pour ses alliés dans le monde entier. Vous êtes un allié, je suis prêt à vous protéger, je ferai ce qu'il faut faire, je participerai quand il faudra participer. Néanmoins, il y a une règle du jeu qui a été fixée. Vous payez, les bons comptes font les bons amis. Vous payez ce qui vous est dû. Ce comportement de dépendance est un comportement qui ne vous honore pas, ni honore notre relation. Première chose. Mais je crois que la communauté européenne n'exclut pas une relation privilégiée des États-Unis avec la Grande-Bretagne. Bien entendu, pour ce qui me concerne, c'est ce que je le souhaite. Beaucoup d'Anglais, la majorité des Anglais le souhaitent, et je crois du gouvernement américain anglais le souhaite, c'est-à-dire que les Anglais gardent le marché commun dans les relations, au moins avec l'Union européenne. Et l'Union européenne serait bien inspirée
d'encourager dans ce sens, ne pas jouer au perdant. Parce que ne jouez pas contre le peuple. La démocratie, c'est la voix du peuple d'abord. Ensuite, cela nous conduit aussi à redéfinir le rôle de l'OTAN. Nous devons sortir de la psychologie et de ce qu'on a hérité de la guerre froide. La Russie de Vladimir Poutine n'est pas l'Union soviétique. Elle est peut-être encore une kleptocratie, mais la kleptocratie, c'est aussi un moyen de faire pression et de corriger le tir. Donc là, il y a un dialogue profond entre deux hommes d'affaires et deux hommes forts. M. Trump et M. Poutine. Et je crois que là, la Grande-Bretagne peut jouer également un rôle. Parce que la Grande-Bretagne est en dehors de la communauté européenne. La Russie est en dehors de la communauté européenne. Elle a son poids, mais son poids est aujourd'hui à Berlin. D'accord. Là, il y a toute la philosophie kissingerienne héritée de Metternich, qui est celle de la paix qui est faite avec l'équilibre des pouvoirs entre les capitales. Je suis certain que des hommes de la qualité de ceux qui vont entourer Trump vont pouvoir réfléchir dessus. Là, la question de l'Iran se pose. Le président Trump ne va pas du jour au lendemain dire j'annule tout ce qui a été convenu. Non, il va simplement dire l'accord avec l'Iran est un accord qui n'a pas été ratifié par le Congrès. Donc nous allons renégocier, messieurs les Iraniens, soyez gentils, et nous allons renégocier, et dans notre négociation, nous revenons à la base même de la première négociation qui a commencé en 2003-2005 et qui était sur deux dossiers. Un, le nucléaire, pas de nucléaire. Vous avez droit au nucléaire civil, mais pas d'armes nucléaires, ni dans 8 ans, ni dans 10 ans, ni dans 100 ans. Deuxièmement, intégrer la communauté internationale, pas d'exportation de la révolution, pas de déstabilisation du monde arabo-musulman, pas de... ne cherchez pas à vous élargir sur le compte de vos voisins, ne jouez pas la carte confessionnelle, chiite, sunnite, machin, alliance des minorités contre la majorité, tout cela, ce n'est pas dans l'ordre international. Je suis responsable de l'ordre international. Je suis responsable de la paix internationale. Vous avez vos limites. Vous respectez ces limites. Vous êtes nos meilleurs amis. Nous levons toutes les sanctions. Vous aurez votre rôle constructif dans l'ordre régional. Mais c'est clair. Vous acceptez ou ça passe ou ça casse. Vis-à-vis de Daesh, il est bien plus informé qu'on l'imagine. Puisqu'il a reçu déjà des briefings durant la campagne. Là, il va recevoir les briefings. Quelles sont les relations de l'Iran avec Daesh? Dans Daesh, quelle est la composante sunnite bassiste arabe? Quelle est la composante étrangère? Donc tout cela, ça va être l'objet de négociations carte sur table. D'abord avec l'Iran. Ensuite avec les autres pays qui peuvent avoir, surtout du monde arabe, qui ont intérêt à ce que l'Irak se stabilise. Donald Trump va-t-il, à votre avis, réussir à relancer les négociations israélo-palestiniennes? Non, aucun sens. Ni pour Trump, ni pour d'autres. Ce qui vous dira autre chose, ment aux autres et se ment à lui-même. L'option des deux États est une option que les Palestiniens ont ratée. La voix palestinienne n'est pas représentée par une seule voix forte. Il faut la négocier avec le monde arabe, avec les États arabes. Il faut négocier avec des pays comme... Non, d'abord l'Arabie saoudite. Parce que les lieux saints, c'est l'Arabie saoudite. L'islam, sa direction est en Arabie saoudite. Jérusalem concerne l'Arabie saoudite. Il y a beaucoup à discuter avec l'Arabie saoudite. Comme je dis, les bons comptes font les bons amis. L'Égypte est déjà un allié stratégique d'Israël et l'Égypte de Sisi est considérée par Israël comme la meilleure Égypte qu'elle a connue depuis la signature des accords de Camp David. Mais cela ne va rien améliorer
aux chances d'une paix en Israël, car il faut penser à autre chose que le concept des deux États. Qu'est-ce que vous suggérez? Moi, je crois qu'il est temps de penser à la grande Palestine, avec deux composantes binationales, juives et arabes. Et cette formule doit être négociée, bien entendu. Elle doit être... Et là, cette idée pourrait avoir de l'avenir. Seulement pour cela, négocions avec les États, et que les Palestiniens, bien entendu, que les Palestiniens et le successeur de Abbas et les Palestiniens qui soient de la ligne dure islamiste comme le Hamas ou les djihadistes comme les alliés de l'Iran ou l'autorité palestinienne, tous ont intérêt à contribuer et à participer. C'est pourquoi chacun des acteurs dans la région du Proche-Orient doit choisir. Veut-il être constructif ou destructif? Veut-il planter les graines de l'ordre et de la paix dans cette région et de la prospérité, ou veut-il planter les graines de la division pour conduire à un Armageddon, à la fin des temps? Il ne faut pas oublier que dans cette région, il y a deux idéologies qui appellent à la fin des temps. Daesh d'un côté et le soutien de Daesh chez les Mahdawistes en Iran. Quand je dis les Mahdawistes, c'est pourquoi je distingue les autres Iraniens. Et en Iran, même parmi les islamistes iraniens qui gouvernent, les Iraniens qui gouvernent, il y a tout un groupement qui veut que l'Iran soit un État comme les autres, qui soit puissant et prospère, et qui soit un acteur constructif dans l'ordre régional et international. À votre avis, est-ce que Donald Trump arrive au pouvoir en janvier, le 20 janvier, avec un plan pour la Syrie notamment, une sortie de crise pour la Syrie? Et il y a, pour ce qui est de la Syrie, ce qui est certain, c'est que sa première priorité, c'est d'arrêter l'immigration. Et il y a suffisamment de voix libanaises autour de lui et chez lui qui lui disent que le Liban, qui a maintenant l'équivalent de sa population en étrangers syriens et non syriens, le Liban peut être le centre nerveux d'une maladie qui peut encore aggraver l'ordre dans la région, aggraver la situation. Et c'est pourquoi il y a eu un grand intérêt à stabiliser le Liban jusqu'à présent et à laisser faire beaucoup de choses de part et d'autre, mais inclut l'élection d'un président de la République que la plupart ne souhaitaient pas dans le monde arabe, comme tout le monde le sait, la veille. Il y a dû y avoir même une conversation entre les Iraniens et le président Obama pour y arriver. Et c'était une bonne chose que ça se passe, parce que la priorité des priorités est aujourd'hui la stabilisation. Seulement, pour qu'on évite encore plus, ou 2 fois à 3 fois plus d'émigration, il faut les no-fly zones. Et il faudra des no-fly zones sur toute la Syrie, mais ils vont commencer par le nord, par le sud, et je le souhaite, en application des résolutions 1701, pour protéger ce Liban sur le front est, une région de no-fly zone où l'ordre international et arabe collaborent pour établir une région de sécurité. Et là, M. Poutine doit jouer le jeu, et l'Iran doit savoir aussi que ça lui coûtera très cher si elle continue sa politique destructive de l'ordre régional. Alors avant de refermer cet entretien, peut-être un dernier mot justement sur la stratégie que Donald Trump va élaborer pour mettre fin à l'État islamique, s'il le pourra, et bien sûr aussi mettre fin aux ambitions de ce groupe terroriste, que ce soit au Proche-Orient, mais aussi en Europe et aux États-Unis notamment. D'abord, le président Trump ne sera président de la République des États-Unis avant le 20 janvier 2017. Donc d'ici là, il y a la bataille de Mossoul et la bataille de Raqqa. La bataille de Mossoul qui est conduite par une coalition où les États-Unis sont impliqués et qui est très difficile et qui peut ne pas être réglée à ce moment-là. Et il y a la bataille de Raqqa
qui est dirigé également avec la Turquie et coordonné avec la Turquie et l'opposition syrienne, qui est la première à souffrir de Daesh. Lui, dans ses promesses électorales, et là, c'est l'une de ses promesses les plus sérieuses, il est déterminé à frapper et liquider Daesh. Mais Daesh, pour la liquider, il faut d'abord identifier dans Daesh qu'est-ce qui est Daesh et qu'est-ce qui n'est pas Daesh. Donc, j'avais mentionné préalablement le fait qu'il y a la composante sunnite, arabe, anbar, bassiste, et cette composante concerne tout le monde arabo-musulman sunnite. Et il y a donc une composante négociable. C'est comme dans le Yémen, si on doit négocier, on doit séparer et négocier. Je reste sur Daesh. Il y a également tous ceux qui, naturellement, dans l'opposition syrienne, ont rejoint en Syrie Daesh parce qu'elle avait les armes, les moyens. Parce que il faut considérer, quand on parle de Al-Nusra, qui est maintenant Jabhat Shah, ou de Daesh, il faut considérer qu'ils avaient les moyens, ils avaient la structure, ils avaient l'organisation. Quand il y avait un Syrien qui voulait se battre pour changer ce régime, qui se battre contre l'interventionnisme iranien et russe, qui avait-il? Il l'a rejoint. Qui avait-il dans son village, dans sa région? Il l'a rejoint. Donc là aussi, il faut que ces gens-là reviennent home. Et ils reviennent à l'opposition au régime de Assad, pas à un projet de métastasisation, de métastase du terrorisme aveugle, armageddoniste, qui appelle à la fin du monde et qui veut se propager dans le monde entier. Et là, M. Trump a besoin de conseillers, et dans la région arabe, et il a besoin également de canaux, d'ouvrir des canaux nouveaux. Et comme c'est un pragmatique, puisqu'il est un homme d'affaires, par définition, vous n'êtes pas un bon homme d'affaires si vous n'êtes pas pragmatique. Si vous ne savez pas négocier, si vous n'avez pas choisir comment opérer de telle sorte pour pouvoir arriver à votre but, si vous êtes idéologique, vous êtes bête et méchant. Donald Trump n'est pas bête et méchant. C'est une perche à Barack Obama. Non, non. Je ne dis pas que Barack Obama est bête et méchant. C'est un homme intelligent. Mais c'est un académique. Et un idéologique. Et il a toujours pensé à ce qu'on a appelé sa legacy, son héritage. Malheureusement, son héritage n'est plus. Seule Hillary Clinton aurait pu sauver l'image de son héritage. Malheureusement, avec la victoire de Donald Trump, de son héritage, ni sur le plan intérieur, ni sur le plan économique, ni sur le plan idéologique, ni sur le plan des relations internationales, rien ne sera sauvé. C'est pourquoi il sera classé avec Harding, celui qui a gouverné 3 ans au début du XXe siècle, comme l'homme des présidents les plus... avant la fin, sinon à la fin de la liste des présidents des États-Unis depuis 224 ans. Ça sera le mot de la fin, Monsieur Hédé. Merci encore une fois d'être venu sur notre plateau, comme d'habitude, pour commenter les élections aux États-Unis, les résultats. Et bientôt, en tout cas, vous serez avec nous dans les prochaines semaines pour aussi commenter le début, effectivement, de son mandat, le 20 janvier, et les défis qu'attendent justement Donald Trump. Merci encore une fois, Roger Hédé, d'être venu sur notre plateau. Et à très bientôt. Merci. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite.
Alors que le deuxième et dernier mandat de Barack Obama touche à sa fin, notre reporter est retourné à Chicago, fief du premier président noir des États-Unis. Dans cette ville touristique du nord-est des États-Unis, la violence atteint des niveaux records. De nombreux Afro-Américains estiment qu'en 8 ans, rien n'a changé pour eux. La violence atteint des niveaux records et touche principalement les quartiers défavorisés. Gallagher Fenwick. Mon Dieu, je viens d'ici. Nous sommes tous d'ici. Des larmes de sang coulent sous nos pieds. Le sang continue de couler partout à Englewood, partout à Chicago. Seigneur, nous savons qu'en ce moment même, les tirs résonnent, des gens sont tués. Il se passe tout un tas de choses néfastes. Mais nous savons, Dieu, que tu peux ôter la haine des cœurs. Chicago est secoué par une vague de violence qui atteint des niveaux records. Tous les matins, la troisième ville du pays compte les morts de la veille. Des hommes, des femmes, parfois des enfants tombés sous les balles. Mais celles et ceux qui vivent ici refusent d'être réduits à cette réalité morbide. Ils rejettent le surnom que certains ont voulu coller à leur quartier. Chirac, mélange de Chicago et d'Irak. Quand ce mec Spike Lee a débarqué et qu'il a collé cette étiquette Chirac sur toute la communauté, je me suis sentie insultée et en colère. Il n'a montré aucun respect pour les bons citoyens de ce quartier, ceux qui vivent et se battent ici tous les jours sans l'aide de personne. J'en ai marre de ces histoires. Je n'habite pas à Chirac, j'habite à Chicago. La ville a longtemps été connue pour ses musées et son centre financier. Aujourd'hui, elle reste un pôle d'attraction touristique majeur, même si l'attention du monde est désormais focalisée sur le nombre impressionnant d'homicides à Chicago. Plusieurs centaines depuis le début de l'année. Une spirale que Maria Pike et d'autres s'emploient à enrayer. L'armée des mamans, c'est leur nom. La méthode est simple. Patrouiller pacifiquement dans les quartiers réputés difficiles et aller vers l'autre. Comment allez-vous? Je m'appelle Maria. Vous vous souvenez de moi? De quoi avez-vous le plus besoin ici? Que toute cette tuerie cesse. La démarche produit des résultats concrets. Quand nous sommes arrivés dans le quartier, il y avait un mémorial là-bas. Une jeune femme venait d'être tuée. Ça fait 2 ans que nous sommes ici et il n'y a pas eu un seul meurtre depuis. Pour moi, c'est une réussite. Changer l'image de ces quartiers pour attirer une nouvelle clientèle, c'est l'un des objectifs d'André et Frances Guichard. Je savais que j'allais croiser des gens connus par ici. Ces galeristes de renom souhaitent commencer par nous faire découvrir leur cantine. C'est leur manière de nous montrer que par ici, la vie peut être douce et délicieuse. Vous avez des gens comme nous pour qui cette enseigne est un deuxième chez nous, ou l'un de nos deuxièmes chez nous dans le quartier du moins. Mais elle draine aussi des habitants du quartier de Barack Obama, le quartier voisin de Hyde Park et ses Hyde Parkers. Si la réputation du quartier voisin de Hyde Park est scellée, c'est notamment grâce à certains de ses anciens occupants, les plus illustres. S'il fallait choisir un site emblématique de l'amour de Hyde Park pour Barack et Michelle, ce serait certainement cette plaque qui est dédiée à leur premier baiser. Revenir sur les traces du couple présidentiel, c'est ce que veut cette touriste. Comme tous les locaux qui ont croisé Barack Obama, le guide a des anecdotes personnelles. Obama fait son footing, il dépasse mon chien Sam, le regarde, s'arrête et commence à lui parler de la branche qu'il a entre les crocs. On prend à droite ici. Et du coup, on a commencé à bavarder un peu au sujet de mon chien et je lui ai souhaité bonne chance pour sa candidature au Sénat. Voir des lieux de vie, même vides,
pour mieux comprendre une trajectoire qui continue de fasciner. Ça m'a toujours impressionné de me dire que le président des États-Unis vivait ici il y a 10 ans, dans un appartement qui faisait la même taille que le mien dans mon quartier, et qu'il avait un crédit immobilier comparable au mien. Il n'habitait pas dans une forteresse isolée du monde, tout ça il y a à peine 10 ans. C'est absolument incroyable. Allez, on va essayer de viser toujours plus haut. C'est vraiment super de pouvoir toucher la porte qu'il a utilisée. On s'attend à ce que ce soit derrière des barrières ou inatteignable. Un sentiment de proximité alimenté par le guide, mais aussi par celles et ceux qui vivent dans les endroits où le président a posé ses affaires pendant un temps. Son âme demeure. Et de savoir qu'il a respiré le même air que nous dans ce bâtiment, c'est magnifique. C'est un homme incroyable. Et ça fait plaisir de se dire qu'il est un des nôtres à Hyde Park. En général, la visite touristique s'arrête là où l'activisme de Barack Obama a commencé. Il a aidé les habitants de certains des quartiers défavorisés de Chicago à s'organiser pour défendre leurs droits. À sa manière, Jermaine Kelly fait partie de celles et ceux qui ont repris le flambeau. À la différence du président, Jermaine, lui, n'est pas venu de l'extérieur. Il vit là où il milite et fait parler les autres à sa place. Si la communauté était mieux subventionnée et avait plus de ressources, ça mettrait un frein à la violence. C'est la loi du plus fort par ici. On a besoin d'une voix, de quelqu'un qui parle en notre nom. Les politiciens ne représentent qu'eux-mêmes. Nous n'avons personne qui vient de nos quartiers et qui parle pour nous. Ici, les journées s'enchaînent et se ressemblent. Elles consistent essentiellement à traîner. À Chicago, près de 50% des jeunes noirs sont sans diplôme et sans emploi. L'élection de Barack Obama n'y a rien changé. Obama n'a rien pu faire de ce qu'il avait prévu. Soyons honnêtes. Parce qu'il est noir. Le Congrès a refusé de travailler avec lui. Ils ont rejeté chacune de ses idées, toutes ses idées. Arracher les jeunes des griffes de la rue, c'est justement le but de Diane Latiker. Elle ouvre les portes de sa maison à tous les enfants qui se présentent à elle. Tiens, voilà des cahiers, des crayons de couleur, des stylos. Prends tout ce dont tu as besoin. Tu ne te sens pas à l'aise et en sécurité dehors? Parfois, parce que ça tire et on ne sait pas où les balles vont finir. Lorsqu'il fait beau, elle les fait également profiter d'un terrain flambant neuf. Touché par la détermination de Diane, un riche donateur a entièrement financé ces installations. Une exception, selon la bienfaitrice. Elle accuse la plupart de ses concitoyens d'être indifférents face au sort de ses enfants. Qu'est-ce qu'il va lui arriver à lui? Les gens s'en fichent. À part sa famille, tout le monde s'en fiche. Ça ne les touche pas. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Loin de s'arrêter là, elle a bâti un mémorial pour marquer les consciences. Blair Holt est juste là. C'était un élève modèle de 16 ans à un lycée du coin. Et il rentrait chez lui en bus avec ses camarades quand un ado de 14 ans est monté à bord et a commencé à mitrailler. Blair a essayé de protéger une camarade. Elle a été touchée par une balle et lui est mort. Chaque pierre tombale porte le nom d'une jeune personne tuée par arme à feu à Chicago. Diane dit en avoir installé plus de 1000 en moins de 10 ans. Chacune de ses victimes avait moins de 25 ans lorsqu'elle a perdu la vie. C'est le cas du fils de Maria Pike que nous retrouvons. Elle a rejoint l'armée des mamans après avoir perdu Ricky. Il avait 24 ans lorsqu'il a été fauché par les balles. Mais elle ne regrette pas d'avoir quitté son Pérou natal pour s'installer aux États-Unis.
Ricky est né à Chicago et il adorait Chicago. C'est comme ça, c'est tout. Les 24 années qu'il a vécues valent largement l'enfer que je traverse. Pour Jermaine, l'activiste, et ses voisins, c'est l'heure du sport. Il a organisé un match dont la philosophie est simple. Occuper les corps et les esprits, tout en révélant les talents. Ok les gars, donc ce match c'est pour faire du bien à la communauté, faire autre chose que traîner dehors. On va leur montrer qu'on vaut mieux que ce qu'ils pensent. Allez, ça joue. Jermaine estime que ces événements, anodins en apparence, permettent de sauver des vies. On dit que les victimes innocentes sont des gens qui étaient là au mauvais moment parce qu'elles n'avaient rien d'autre à faire. Alors si vous avez du temps à perdre, faites des choses constructives. Désolé, je suis essoufflé. Tout le quartier est là. Il rigole, il sourit. La nuit tombée, c'est sur les ondes que Diane Latiker poursuit son combat. Elle intervient régulièrement sur cette radio locale. Lorsque l'animateur donne la parole aux auditeurs et aux auditrices, le standard est saturé par les appels. Good evening, Real Talk Real People. My son Courtney Copeland was murdered on the streets of Chicago. Sorry to hear and that. He was a 22-year-old entrepreneur doing the right things. We raised our child correctly. I am so sorry. Je suis tellement désolée pour la perte de votre fils. What do you say? Que dit-on à un pays qui traite l'assassinat de jeunes par d'autres jeunes comme si c'était une maladie? Like it's a disease. Identifier les sources du déchaînement de violence, c'est l'objectif des intervenants. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de père à la maison, pas de mère, ou parce que toute la famille s'en fout complètement? S'il n'y a personne pour les guider et que les gangs les récupèrent comme une famille, leur donnent à manger et mettent quelques dollars dans leur poche, vous pensez qu'ils vont écouter qui? Si les politiques ne leur donnent rien, si les éducateurs et l'école ne font rien pour eux, s'il n'y a pas de famille à la maison, vous vous attendez à ce qu'ils fassent quoi? Un contexte dans lequel André et Frances Guichard sont fiers de s'être installés. Ils refusent l'idée selon laquelle leur style de vie et les œuvres qu'ils exposent jurent avec le quartier. Je crois que la galerie Guichard prend tout son sens dans ce quartier, dans cet environnement, en partie parce que nous comprenons l'histoire de cet endroit. Utiliser cet espace pour promouvoir et produire de l'art, le défi est immense. Dehors, la réalité vient de rattraper André et Frances. Ah, c'est tellement frustrant. C'est comme s'ils savaient que vous étiez là. Et moi qui viens de vous dire que ce genre de choses n'arrive jamais par ici, je me sens bête maintenant. C'est terrible. Un véhicule est immobilisé sur la chaussée, criblé de balles. Dans l'ambulance, un jeune homme de 24 ans a été touché à plusieurs reprises. La scène se déroule à quelques mètres de la cantine d'André et Frances. C'est un truc de malade. Même le dimanche, on peut se faire tuer maintenant. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des tirs un dimanche, et surtout pas en face de mon lieu de travail. Je suis content qu'aucune des balles ne soit passée par nos fenêtres. On aurait pu être touchés. On cherchait d'où ça venait. Du côté de cette voiture, ça fout la trouille. N'importe quoi pourrait arriver alors que tu n'as rien à voir avec cette histoire. Chicago est fichu, totalement fichu. Pour beaucoup des habitants de Chicago, l'élection de Barack Obama a suscité d'immenses espoirs. Au soir de sa présidence, pour ceux-là comme pour d'autres,
il reste un goût d'inachevé. C'est la fin de cette édition spéciale de Code 24. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.